Salut tout le monde, voici enfin la partie 2 de l'arc de la guerre de succession de Hunter x Hunter. Cette vidéo sera la dernière de cette série car elle suit les derniers chapitres parus en manga. On part directement à la suite de la partie 1, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous mets une petite fiche en haut à droite comme d'habitude. Reprenons sans plus attendre cet arc de la guerre de succession. Après la mort du prince Momoz, nous sommes de retour sur l'entraînement au nen de Kurapika qui repère rapidement deux gardes qui maîtrisent le nen par l'aura qu'il propage et leur demande donc s'ils sont en train de le tester. Les deux gardes nient et disent qu'ils souhaitent lui parler en privé. Kurapika leur répond qu'il ne peut pas bouger d'ici mais qu'il accepte de leur parler à la fin de la séance. Le garde du premier prince quant à lui, sait qu'il reste encore un garde qui maîtrise le nen mais n'arrive pas à le distinguer tant il manie bien son aura. Au même moment, Hanzo et Biscuit remarquent que la bête de naine de leur prince a énormément grossi, car elle se nourrit des émotions de son hôte, et vu que la sœur du prince a été tuée, sa bête de naine est devenue plus menaçante. Au moment de la relève de garde, Hanzo et Biscuit partent dans leur chambre. Hanzo utilise donc une technique de clonage et demande à Biscuit de veiller sur son corps. Son clone part donc voir un des gardes, et il lui fait croire que le premier prince veut le recruter. Il arrive alors à le piéger pour qu'il avoue que c'est lui l'assassin du prince. Hanzo l'assassine alors. À la fin de son cours, les gardes viennent voir Kurapika, mais le garde du troisième prince insiste pour assister à la conversation. Vu que ce n'est pas un problème pour eux, ils l'acceptent dans la discussion. Ils révèlent alors à Kurapika qu'ils ont tous une marque de naine sur la main, même le prince Alkenberg. La marque serait survenue après que le prince ait vu les gardes perdre connaissance, mais ceux-ci n'ont aucun souvenir de cela. Kurapika leur signale donc que ce genre de naine sert à contrôler un grand groupe d'individus. Le prince voudrait éviter cette guerre de succession, mais sa bête de naine fait le contraire, ce qui met en danger tous les individus qui possèdent cette marque, même le prince. Une alliance entre le 14e, le 3e et le 9e prince est donc conclue pour stopper la guerre de succession. De retour sur Hanzo, son clone tente de rejoindre son corps, mais lui et Biscuit ont disparu. Il part alors à leur recherche, mais se retrouve face à la bête de naine du prince, qui semble agressive. Pendant ce temps, le second prince se rend vers la chambre du premier et dit à son garde qu'elle est là pour le tuer, et lui demande donc s'il préfère l'aider ou mourir. Le garde la prévient que la conversation est enregistrée, et si elle fait un pas de plus, il tirera. Le second prince avance alors, et le garde tire 2 balles qui le transpercent. En venant prendre son pouls, pour vérifier si elle est morte, la bête de naine du prince s'active alors, et sort l'âme du soldat pour redonner vie au prince. Les autres gardes du premier prince déboulent alors, elle dit donc que le garde lui a tiré dessus, et elle tente de le retrouver. Il tente alors de l'en dissuader, mais sa mère la reine demande aux gardes de la laisser faire. Elle arrive alors devant les gardes de la porte, et leur tire 2 balles, sauf qu'un survit grâce aux naines. Elle se retrouve donc devant le premier prince et tente de l'assassiner, seulement son naine lui a permis de stopper les balles. Elle est donc capturée par un des gardes puis enfermée. Le garde du premier prince peut donc retourner auprès de Kurapika, car le second prince est surveillé par la capacité de naine Secret Window qui permet de transmettre tous les mots et faits et gestes de la cible. Ce pouvoir appartient donc maintenant au premier prince, car le naine de Benjamin lui permet de récupérer les capacités de ceux qui lui sont loyaux morts au combat. Au même moment, Hanzo part voir Kurapika et lui explique la situation concernant la disparition du prince et de son corps. Quand tout à coup, le capitaine des gardes de la 7ème reine appelle Kurapika pour lui poser des questions. Kurapika décroche et lui demande d'envoyer quelqu'un car la chambre de son prince aurait été téléportée par une capacité de naine. Mais le capitaine ne veut rien entendre et demande des informations sur les suspects qui auraient pu tuer le prince. Kurapika dit alors qu'il a déjà formé une alliance et qu'il sait déjà le nom du coupable. Il demande donc au garde de lui faire confiance, mais celui-ci ne bouge pas de sa position et est fermement convaincu que les différents assassinats sont dus à Kurapika. Après l'appel, un des gardes de l'alliance demande à Kurapika un rapport de l'appel qu'il lui fait alors. Au même moment, dans la chambre d'une des princes, une porte apparaît. Le prince l'emprunte donc et arrive dans le lit de sa sœur. Celle-ci est donc surprise. En écoutant ses battements de cœur, Senritsu court donc à sa chambre et lui demande si tout va bien. Celle-ci fait alors semblant de rien. Au même moment, dans la chambre du 8e prince, un des gardes du premier prince a découvert sa capacité de bête de naine, qui fonctionne comme un virus pour accroître l'affection envers le prince.
Le garde compte donc bientôt utiliser sa capacité nommée Predator, qui permet à son utilisateur de contrer un naine adverse plus il en a une bonne analyse et compréhension par lui-même. Dans la chambre du troisième prince, une pièce vient de tomber de la bouche de sa bête de naine, mais sa signification reste encore mystérieuse. Du côté du sixième prince, nous en apprenons plus sur la capacité de sa bête de naine qui fait en sorte que quiconque adopte les préceptes du prince se voit recueillir son aura en échange d'une sensation de bonheur. Cependant, si l'unique tabou des préceptes est brisé, la cible subira alors un douloureux châtiment. Nous apprenons aussi qu'en plus de sa capacité de résurrection, la bête de naine du second prince lui permet de contrôler n'importe qui sous réserve d'une certaine condition. La bête de naine du cinquième prince quant à elle permet de synthétiser des composants pour créer des produits à effet varié. La bête du septième prince détermine les désirs de sa cible et la piège en conséquence. Au même moment, le prince Arkenberg et ses hommes font une minute de silence pour le prince décédé. Le garde du premier prince remarque alors une gigantesque aura. La capacité du neuvième prince se traduit donc par plus il a de personnes portant sa marque, plus le potentiel individuel s'accroît. Le garde prend alors peur pour le premier prince et semble vouloir assassiner Arkenberg au plus vite. Seulement, il est fixé depuis tout à l'heure par sa bête de naine. Le garde pense alors que la bête de naine pourrait réécrire sa mémoire comme elle l'a déjà fait avec d'autres. Il décide donc de ne pas attaquer pour le moment, mais aurait besoin de plus de personnes. Le premier prince prend donc conscience de la situation. Après ce recueillement, Arkenberg souhaite une audience avec le roi. Plusieurs gardes l'accompagnent donc. Pendant ce temps, Hanzo a atteint la limite de sa capacité et est retourné dans son corps. Il explique alors la situation à Biscuit et vont donc tenter de convaincre le garde que le naine existe et que la chambre a été déplacée. Comme à son habitude, il reste buté, mais Biscuit et Hanzo lui proposent donc de lui apprendre le naine ici même. Ne pensant toujours pas que cela existe, Biscuit prend alors sa forme originelle. Le garde est alors stupéfait par Biscuit et décide donc d'apprendre le naine. Une fois convaincu, il décide d'aller voir l'entrée de la chambre pour vérifier si elle est bel et bien dans une dimension parallèle. Biscuit demande alors de rentrer en entier dans la chambre à un des gardes qui le fait. Mais quand il essaye de revenir, il est déjà dans une autre dimension et ne voit plus les autres. Biscuit déduit donc que c'est l'effet de la bête de naine du prince. De retour sur Arkenberg, il appuie sa demande pour voir le roi, mais cela lui est impossible hors des dîners. Il prévient alors qu'il enverra des messages tous les jours jusqu'à ce que le roi le reçoive. Lors du procès du second prince, en vue des circonstances, il est disculpé. Mais une fouille aura lieu dans la suite du premier et second prince, mais le premier prince peut toujours garder un œil sur elle grâce à la capacité qu'il a héritée de son garde. Lors du cours de Kurapika, un garde qui allait aux toilettes a été victime lui aussi des serpents. Tous les doutes des gardes se portent à présent sur Kurapika et veulent donc cesser les cours ainsi qu'appeler l'armée royale. Mais un garde qui appartient à l'association des Hunters intervient. Il dit alors que le garde a manqué de vigilance en se déplaçant seul dans un territoire ennemi. Les autres gardes comprennent son propos mais ne le soutiennent pas, car ils croient que les Hunters sont là pour infiltrer Kakin. Le garde leur dit alors d'appeler l'armée royale, mais qu'ils sont eux aussi tout aussi suspects que lui et que s'ils ne veulent pas continuer les cours, c'est leur choix, mais qu'ils ne privent pas les autres. Kurapika demande alors à lui parler. Une fois dans une pièce différente, Kurapika le remercie. Et le garde en échange lui demande de lui prêter Bill pendant 10 minutes pour pouvoir communiquer avec les autres gardes de l'autre dimension sans passer pour un fou. Dans la chambre 1010, le prince Kasho demande à Senritsu de l'aide pour ses études, mais ce n'est en fait qu'une mise en scène pour lui passer un message secret en morse. Le prince lui donne donc les indications pour trouver un dispositif pour qu'il puisse communiquer secrètement à deux. Senritsu est donc déterminé à la sauver. Chez le troisième prince, une nouvelle pièce est tombée. Un des gardes suppose que celui en possession des pièces pourrait alors bénéficier d'une série de capacités. Dans sa chambre, Fugetsu réussit à faire réapparaître la porte et se pose donc des questions sur l'utilisation de ce tunnel qui permettra d'aller où elle le souhaite. Chez Tseridenichi, un des gardes lui informe qu'il y a eu un nouveau meurtre. Le prince l'autorise donc à continuer les cours sur les naines à condition qu'il amène une preuve de ne pas être manipulé à son retour. L'exercice du verre d'eau pour connaître le type de naine est enfin arrivé pour le prince. Teta découvre alors qu'il est du naine de la spécialisation
et un des plus effrayants qu'il soit. Afin de pouvoir s'échapper avec sa sœur, le prince Cachou demande à sa mère, la reine, s'il est possible d'organiser une représentation musicale lors du prochain dîner. Celle-ci accepte. Cachou tient donc au courant Senritsu de la situation grâce à l'utilisation du morse. En écoutant ses battements de cœur, Senritsu apprend que Cachou se fait passer pour une peste, car si les gardes devaient choisir entre elle ou sa sœur à sauver, elle préférerait qu'il s'occupe de sa sœur. Au même moment, Kini, un des gardes et membres de l'association des Hunters, informe Senritsu qu'il a repéré quelqu'un dans la chambre de Cachou la dernière fois, et il suppose que ce serait sa sœur Fugetsu qui serait venue grâce à ses capacités de naine. Senritsu comprend alors qu'il a à présent toutes les clés en main pour que les deux sœurs puissent s'échapper, mais il reste toujours un élément imprévisible, la bête de naine de Cachou qui ne s'est pas encore manifestée. Dans les étages inférieurs, tous les membres de la brigade fantôme se sont réunis avec Hirumi Zoldyck pour essayer d'établir un plan pour trouver Hisoka. Kuroro demande à Hirumi de se présenter. Celui-ci le fait alors et dit qu'il a rejoint la brigade à la demande d'Hisoka pour le tuer. C'est alors qu'un groupe de mafieux arrive et demande à la brigade de bouger car la table est réservée. S'ils bougent, il ne se passera rien et ils sont même prêts à coopérer avec eux. La brigade se lève alors et Kuroro informe le chef du groupe qu'ils sont à la recherche de Hisoka. Le chef leur donne alors l'autorisation pour fouiller ce niveau. Kuro lui demande donc comment faire pour aller au premier niveau. Le chef en colère leur demande donc de ne plus faire preuve d'insolence et de partir avant qu'ils ne changent d'avis. La brigade part alors. Le chef demande à son associé si la brigade risque d'être problématique. Celui-ci acquiesce et dit qu'ils iront tôt ou tard au premier niveau s'ils le souhaitent. Le chef compte bien les arrêter et lui demande alors de prévenir le boss qu'il y aura un conflit ici. Maintenant que la brigade a les informations, Kuroro leur demande de continuer la traque d'Hisoka et de lui ramener sa tête. La brigade se sépare donc mais Bonorenov et Shizuku demandent à Kuroro s'ils peuvent se joindre à lui, chose qu'il accepte avant que Shizuku lui demande alors de lui écrire une prédiction. Kuroro répond donc que c'est impossible, car cette capacité s'est effacée de son livre, ce qui signifie que Néo Nostrad est morte. Au même moment, on découvre O'Neill Longbao, le demi-frère du roi et le chef du clan Xiyu, en pleine conversation téléphonique avec Broccoli, lui aussi demi-frère du roi et chef du clan Char. Les deux parlent alors du problème qu'est la brigade, surtout que certains des membres de leur clan leur vouent une admiration secrète. Les deux boss font alors venir leurs sous-chefs respectifs et leur demandent de trouver Hisoka avant la brigade. Les sous-chefs ordonnent donc à leurs hommes de trouver Hisoka et eux se chargeront du reste. Nous découvrons alors Morena Prude qui est la chef du clan Hailey et fille illégitime du roi en pleine réunion avec ses membres de clan et leur annonce donc qu'elle va leur offrir un pouvoir. En effet, en embrassant sa cible, son pouvoir Etude of Love s'active et permet de contaminer jusqu'à 22 cibles qui augmentent leur pouvoir avec le nombre de personnes tuées. Au niveau 20, la cible développe ses propres capacités de naine, et au niveau 100, elle est capable de créer sa propre communauté. Les personnes ordinaires commencent au niveau 1 et les utilisateurs de naine au niveau 10. Morena leur dit alors que s'ils arrivent à tuer un des princes, ils gagneront 50 niveaux d'un coup. Les membres se séparent alors. On apprend ensuite que les enfants illégitimes du roi se font taillader le visage avec 2 lames à la naissance. Ils sont autorisés à vivre tant que leur existence ne soit jamais révélée dans la vie politique ou publique. C'est cette cicatrice qui a donné à Morena un but dans la vie. Elle a donc pour objectif d'en finir avec ce monde. Vu que chaque clan contrôle un niveau du bateau et que la brigade a conclu un accord avec le clan Char du 5e, ils décident donc d'aller fouiller le 4e niveau. Mais avant ça, ils doivent récupérer leurs armes qu'ils ont cachées dans la réserve. La brigade se rend donc à l'entrepôt et est accompagnée par un des mafieux à l'intérieur. Sauf que tout à coup, le mafieux disparaît du haine de Nobunaga. En avançant, ils se retrouvent alors face à une impasse. Le corps est alors réapparu derrière eux à son emplacement initial. 2 mains sortent alors du plafond, mais l'assassin reste caché. C'est Louisny, membre du clan Hailey, qui est niveau 21 et qui voue une admiration pour la brigade. Pendant ce temps, au 3e niveau, c'est la panique. 20 personnes ont été tuées.
Miss Ice-Toom se rend alors sur les lieux pour interroger le seul témoin qui reste de ce massacre. De l'interrogatoire, on apprend que le meurtrier a toqué à la porte de la cabine, qu'une des filles a ouvert, il l'a alors poignardée avant de se retrouver face à la rescapée du massacre en lui demandant de partir si elle voulait vivre. Le meurtrier marmonnait des choses bizarres comme un calcul, se plaignant d'être arrivé à 21. Avec tous ces meurtres, les passagers ont commencé à se rameuter. Le meurtrier s'est donc caché dans les toilettes, mais quand les soldats sont arrivés et ont ouvert la porte, le meurtrier avait disparu. De ces informations, Miss Ice-Toom suppose que le mystère de cette série d'assassinats repose sur le calcul du meurtrier. Il demande donc à la rescapée d'aller se reposer dans sa chambre après ces incidents. Seulement nous découvrons que cette supposée rescapée appartient au clan Hailey. Nous apprenons alors un peu plus sur la capacité du meurtrier. En tuant 20 personnes, il a débloqué sa propre capacité de naine qui consiste à se déplacer à travers les murs ou les sols tant qu'il est dans une pièce close, et qu'il est déjà venu une fois dans la pièce auparavant. Le meurtrier compte donc bien utiliser la brigade fantôme à son avantage. Au même moment, quand Nobunaga, Finks et Feitan ressortent du hangar avec leurs armes, ils se rendent compte que tous les gardes à l'entrée ont disparu. Seules les traces de sang restent. La brigade pense donc qu'on essaye de leur faire porter le chapeau de ces meurtres. Mais Nobunaga suppose que vu qu'ils ont ignoré le corps la première fois, le meurtrier est parti de lui-même chercher la planque du clan. Cependant, concernant le premier corps, Nobunaga est certain qu'on a essayé de se moquer de lui. La brigade suit donc les traces de sang jusqu'à arriver sur une porte surveillée. Le sous-chef du clan Char et ses hommes arrivent alors et ont quelques questions à poser à la brigade. Le sous-chef leur demande alors si ce sont eux qui ont tué les hommes de l'entrepôt. À la cantine, le sous-boss du clan Char s'installe à la table de Franklin et lui demande pourquoi il n'est pas à la recherche de Hisoka. Franklin répond que vu que Hisoka cherche à tuer les membres de la brigade, il finira par venir de lui-même. Le sous-boss lui indique alors que 2 gardes ont été tués et 4 autres ont disparu, et lui demande ce qu'il en pense. Franklin lui répond donc que ce n'est pas l'œuvre de la brigade, mais quelqu'un qui cherche à profiter de la situation. Il ajoute que la brigade restera calme jusqu'à ce que Hisoka soit mort. Le sous-boss le laisse alors. De retour avec le sous-chef et la brigade, la situation est mise au clair et le sous-chef comprend qu'on a essayé de les manipuler. Il suppose donc que c'est le coup d'un des membres d'un autre clan. Finks lui dit alors que l'objectif du coupable était peut-être juste de rentrer dans la planque car il a besoin d'y aller au moins une fois pour pouvoir y retourner grâce à son aine. Le sous-chef propose alors à la brigade de faire équipe mais compte bien les écraser tôt ou tard. Après cette série de meurtres, une réunion de crise avec Miss Ice-Toom et les soldats de l'armée royale a alors lieu. Miss Ice-Toom leur explique donc qu'au vu des circonstances étranges des meurtres, ceux-ci ont probablement un lien avec la guerre de succession. Il propose alors, pour éviter la panique générale dans le niveau inférieur, de mobiliser plus de soldats. Les chefs d'armée s'offusent de la proposition, car cela réduirait la sécurité de la famille royale. Miss Ice-Toom leur demande donc de proposer son idée au premier prince, et s'ils ne font pas, ils seront entièrement responsables des catastrophes à venir. On apprend alors que Miss Ice-Toom a expressément omis de parler du naine pour éviter la panique due à l'inconnu. Il a alors retardé le feu mis à la poudrière de la bombe qu'est ce bateau. En même temps, la brigade entre dans la planque du clan Char et examine les caméras de surveillance avec la mafia. Sauf que le meurtrier a caché son visage et est reparti quand il a remarqué que la porte du fond était verrouillée. Nobunaga est alors intrigué par ce qui se cache derrière cette porte. Il propose donc de ramener la tête du meurtrier en échange de voir le contenu derrière la porte. Le sous-chef accepte alors la proposition et demande à ses hommes d'expliquer le tour de garde et des informations importantes à la brigade. Nous sommes alors le 4e jour et une annonce est faite. Les passagers doivent rentrer dans leur cabine et sont interdits d'en sortir, car les soldats de l'armée royale vont passer chaque cabine au peigne fin pour trouver le meurtrier. L'armée interpelle alors 2 personnes qui se trouvent à l'extérieur, qui ne sont autres que Hirumi et son frère Karuto Zoldyck. En examinant leurs papiers, le garde leur demande pourquoi des VIP comme eux se trouvent ici. Hirumi rétorque alors qu'ils sont là pour les affaires. Le garde leur propose donc de les raccompagner, mais Hirumi refuse.
Missouri et Miss Ice Toom des Zodiacs arrivent alors et comprennent donc que la brigade se trouve sur le bateau. Pour régler le souci, Miss Ice Toom propose à Hirumi d'enregistrer sa cabine au 3e niveau et lui attribuer une cabine dans une résidence spéciale. Chose que Hirumi accepte. Miss Ice Toom se demande alors qu'est-ce que la brigade fait là, et s'il doit en avertir Kurapika. Un des gardes accourt alors vers lui et lui chuchote quelque chose. On découvre alors que les gardes ont découvert le prince Fugetsu au 3e niveau. Miss Ice Toom l'amène donc dans une salle d'interrogatoire et lui demande pourquoi et comment elle est arrivée ici. Elle répond alors qu'elle ne parlera qu'à sa sœur, le 10e prince, Kasho. Cependant, Miss Ice Toom lui rappelle que les princes ont l'autorisation de communiquer que lors des dîners. Toutefois, il lui assure que rien de ce qu'elle dira ne sortira d'ici. Mais cela ne mène à rien. Un appel est donc passé à Senritsu pour lui signaler la fuite du prince et la possible préparation d'un plan d'évasion du navire. Senritsu est alors embêtée que d'autres personnes connaissent la capacité du prince. Elle élabore alors une autre version du plan qu'elle chuchote à Kini, bien qu'elle aurait aimé éviter en arriver là. On apprend donc que le pouvoir du prince Fugetsu est inspiré d'un jeu auquel elle jouait avec sa sœur. Fugetsu peut créer le portail, mais seule sa sœur Kasho peut l'ouvrir. Fugetsu est alors ramené dans sa chambre et sera sous surveillance jusqu'au début du prochain dîner. Senritsu joue alors un morceau de flûte pour s'entraîner avant le spectacle devant la reine et le jury chargé de la surveillance de Fugetsu. Après le morceau, le juriste dit qu'il souhaite aider Senritsu et le prince, mais les battements de son cœur sont en contradiction avec ses propos. Senritsu doit donc faire en sorte que la situation reste stable jusqu'au grand dîner. Dans la chambre du 8e prince, un petit clone de sa bête de naine fait effet sur l'un des gardes et le fait changer d'avis sur le prince. Le garde royal du premier prince a maintenant déduit toutes les informations nécessaires à la compréhension de la bête de naine et peut donc activer sa capacité Predator. Cependant, il doit avoir acquis ces informations de sa propre déduction pour que son pouvoir fasse effet. Predator se matérialise et mange le clone de la bête de naine du prince, puis s'attaque à la bête originelle pour l'avaler d'un seul coup. La mission du garde est alors accomplie, mais il ne pourra plus utiliser le naine pendant 24 heures. Il fait alors un changement avec le garde de Fugetsu. On apprend alors que le couvre-feu est levé dans les niveaux inférieurs, car le meurtrier a été appréhendé. Comme tous les matins, le prince Alkenberg se rend avec ses hommes vers la suite du roi pour lui déposer une lettre. Mais cette fois-ci, il a une autre idée en tête, et met en joue les gardes royaux qui déposent les armes. Il rentre alors dans la suite du roi et compte bien arrêter cette guerre de succession en mettant fin au jour de son père. Mais le roi lui annonce qu'il est déjà trop tard et qu'il n'a plus aucun contrôle sur cette guerre, car ce n'est pas la sienne mais celle de ses fils. Alkenberg lui demande une dernière fois d'arrêter cette guerre où il tirera. Le roi lui répond alors d'arrêter de se reposer sur les autres, car il n'y a pas pire hypocrite que celui qui n'agit point. Le prince est déstabilisé le temps d'un instant, mais compte bien mettre fin à cette guerre par la voie de la révolte. Un coup de feu part alors, mais la balle est arrêtée par le naine du roi. Il dit alors à Alkenberg que s'il souhaite vraiment tuer quelqu'un, il faut tirer au moins 3 fois. Et vu qu'il est impliqué dans la cérémonie de succession, il ne peut pas mourir tant qu'elle n'est pas finie. Le roi appelle alors son conseiller qui précise au prince que cette situation était déjà prévue et que par conséquent, il ne sera pas sanctionné pour ce qui vient de se passer. Le prince leur demanda si cela aussi faisait partie de leur plan et braque son pistolet sur sa tempe et tire. Mais sa bête de naine a stoppé la balle. Le roi dit alors que sa bête de naine a un état d'esprit proche du sien. Le prince lâche alors son pistolet et le roi lui explique alors que s'il devait choisir entre le peuple et les princes, il choisirait le peuple, car c'est ce qui fait le pays de Kakin. Mais la chose importante est l'aiguillage de ce peuple. Il lui précise alors qu'on ne peut être roi si on n'est pas capable d'endosser le fardeau de sa destinée, et qu'on ne peut changer un pays qu'en étant roi. Donc s'il décrète que le pays n'a pas besoin de roi, il n'a qu'à le devenir d'abord et agir après. Sur ces mots, le prince quitte alors la suite. Dans la chambre de Alkenberg, le garde du premier prince se réveille. Il semblerait qu'il se soit assoupi à cause de la bête de naine du prince. Le premier prince le met alors au courant de la situation. Alkenberg s'est éveillé. Sa priorité doit donc être de l'éliminer et de lui voler sa capacité.
Alkenberg arrive alors entouré de ses gardes, le garde du premier prince prépare alors sa capacité de naine, mais Alkenberg matérialise une flèche capable de briser toutes les défenses. Le garde est transpercé et au même moment un des hommes d'Alkenberg s'écroule. Le garde du premier prince se réveille alors avec l'esprit de celui d'Alkenberg et est maintenant à ses ordres. De retour à l'entraînement du naine, Kurapika ressentit par 2 fois cette gigantesque aura, mais il n'a d'autre choix que de rester là où il est et d'avoir confiance en ses capacités, car dans cette guerre d'usure, son pire ennemi n'est autre que lui-même. On découvre alors dans la chambre 1008 que le prince est mort, étouffé après que Predator ait mangé sa bête de naine. Nous sommes à présent le 8e jour, et le début du dîner royal commence. C'est aujourd'hui que le plan d'évasion des princes Kashu et Fugetsu est censé avoir lieu. Il reste donc 90 minutes avant la réalisation de celui-ci. Dans la chambre 1013, plusieurs gardes qui vont au concert ne pourront pas retourner par la suite dans la chambre parallèle. Biscuit et d'autres gardes resteront donc avec le prince dans la chambre parallèle jusqu'à la fin de la guerre de succession, tandis que ceux qui partent au concert occuperont la véritable chambre. De retour au concert, après le morceau de piano de Kini, c'est au tour de Senritsu. Kini, Kashu et Fugetsu mettent alors des écouteurs. Senritsu commence donc à jouer et il peut emporter les esprits de ceux qui l'écoutent pendant 3 minutes. Kini et les 2 princes en profitent donc pour courir jusqu'au canot de sauvetage. Kini leur ouvre les accès et les font monter dans les canots. Les 2 princes partent alors. On apprend donc que lors de sa conversation avec Senritsu, Kini a perdu sa femme et sa fille dans un accident, et que depuis ce jour, il ne cherche qu'à les rejoindre. Pour que la responsabilité de cette évasion ne mette pas en cause l'association des Hunters, il décide donc de porter le chapeau en se suicidant. Senritsu joue alors de toute son âme pour ne pas entendre les battements du cœur de Kini. Les 2 princes dans leur canot foncent vers la sortie et voient le bout du tunnel. Elles font alors le souhait de ne plus être séparées, quand tout à coup, une terrible aura malveillante envahit le canot. Kashu se rend alors compte qu'il est impossible de quitter le navire en fuyant. Elle demande alors à Fugetsu de vite ouvrir un portail pour retourner au bateau. Le portail se crée, la porte se referme, mais Fugetsu est seule à l'intérieur. Elle panique alors et appelle sa sœur. C'est alors que la porte s'ouvre de nouveau et Kashu apparaît. Elle rassure sa sœur et lui dit qu'elle va bien et qu'il faut à présent retourner au bateau. Les 2 sœurs retournent alors dans leur chambre grâce au tunnel. Mais on apprend que la bête de naine de Kashu s'est activée. Si une des sœurs meurt, la bête de naine prend ses traits et reste auprès de la sœur restante pour la protéger jusqu'à la mort. La véritable Kashu est donc bel et bien décédée. Un jour plus tôt, le vice-boss du clan Char et la brigade se rencontrent dans leur QG. Les meurtres récents ont supposément été causés par les membres du clan Hailey et les clans sont censés avoir un dialogue entre les boss quand il y a un conflit. Or, le clan Hailey et Morena n'ont donc pas respecté cette règle, ce qui va créer une guerre de clans généralisée. Finks propose donc qu'on le laisse communiquer avec le clan Xiyu en échange de la mort de l'assassin. Il explique alors que l'assassin a sûrement une capacité de téléportation et qu'il souhaite passer derrière la porte qui mène au niveau supérieur. Le vice-boss les avertit alors que s'il tue l'assassin, la brigade se retrouvera obligatoirement dans la guerre contre le clan Hailey, mais ceux-ci n'en ont que faire. Il demande donc au clan Char de localiser Morena pendant que eux s'occupent de l'assassin. Suite à cette histoire, le 4e prince Seridenich lié à Morena reçoit un appel. Morena ne serait pas dans sa loge VIP, mais dans les niveaux inférieurs. Il demande donc à ses hommes de la retrouver avant de reprendre son entraînement. Seridenich déploie une aura sinistre et matérialise une bête de naine grâce à son pouvoir. Il a à présent 2 bêtes de naine à ses côtés. Teta, sa garde, le félicite et lui annonce qu'il est temps de passer au niveau supérieur, qui est le contrôle de son aura grâce au Zetsu. Vu qu'elle ne peut pas stopper son apprentissage, elle doit l'accélérer jusqu'à ce moment pour pouvoir agir. Mais la bête de naine du prince continue de fixer Teta. De retour le 8e jour, un peu avant le concert, Teta continue l'entraînement du prince au Zetsu. Celui-ci doit donc réussir à le maintenir pendant 1 heure. Plus le prince maintient son Zetsu concentré, plus sa bête de naine disparaît. Teta compte donc profiter du fait que le prince sous Zetsu soit sans défense pour l'éliminer. Elle doit donc s'assurer qu'il arrive à maintenir son Zetsu au moins 40 minutes pour ne plus avoir de naine du tout. Elle le teste alors en faisant tomber une tasse, ce qui ameute les autres gardes. Teta prévient alors que même cela fait partie de son entraînement.
Tseridenic se concentre alors au maximum et prévient Teta que quand bien même elle agoniserait sous ses yeux, son Zetsu ne bougera pas. Après un certain temps, elle lui envoie une bulle de naine, mais le prince ne réagit pas. Cependant, ses yeux s'ouvrent dans un espace qui lui est propre. Teta prépare alors son arme, et l'annonce du morceau de flûte de Senritsu est faite. Elle compte donc en finir d'un seul coup et lui tire une balle en pleine tête. Le prince s'écroule au sol, et elle se retrouve alors plongée dans la mélodie de Senritsu. Quand la mélodie est terminée, elle a encore le pistolet dans les mains, et le prince a disparu. Les autres gardes arrivent alors et ordonnent à Teta de mettre ses mains en l'air. C'est alors que Tseridenic, dans son dos, dit aux autres gardes que cela fait partie de l'entraînement. Teta est alors en proie à un grand stress et ne comprend pas comment le prince peut être encore en vie. La bête de naine du prince arrive alors près de Teta et la prévient que la prochaine fois qu'elle essaiera de duper le prince, elle cessera de vivre en tant qu'humaine. Teta tombe alors dans les pommes et est raccompagnée par un autre garde. Pendant ce temps, les autres gardes préviennent le prince qu'il y a eu une altération temporelle et qu'ils sont venus dès qu'ils ont entendu le coup de feu, mais se sont retrouvés paralysés par la mélodie de Senritsu. Le prince demande donc à la rencontrer. Après un cauchemar, Teta se réveille et a une marque sur le visage. Son collègue lui dit alors de se reposer et qu'il prend la relève, sinon c'est un châtiment pire que la mort qui l'attend. Il suppose que si la bête de naine ne tue pas directement la personne, c'est pour en prendre le contrôle par la suite. Il compte donc prendre le relais pour l'entraînement du prince et demande à Teta de trouver un nouveau plan pour l'éliminer. Le 9e jour, Senritsu se retrouve au département judiciaire à cause de son morceau de flûte. L'inspecteur lui fait alors part du testament de Kini qui aurait agi seul pour l'évasion des princes. Puis lui indique que certains princes, suite à sa prestation, souhaitent l'inviter. Senritsu comprend donc que l'inspecteur la garde ici pour la protéger et lui laisser du temps. Elle demande alors ce qu'il en est des princes Kashu et Fugetsu. L'inspecteur lui dit alors qu'il compte les convoquer et qu'il a une légion de questions à leur poser. D'ailleurs, moi aussi j'ai une question à vous poser. Pourquoi n'êtes-vous pas encore abonné à la chaîne? Abonnez-vous, c'est gratuit et moi ça m'aide énormément dans mon travail. Allez, on repart directement à la suite de cette guerre de succession qui désignera le futur roi de Kakin. Dans la suite du prince Alkenberg, le corps du garde qui le protégeait semble en état de sommeil. Mais son esprit, lui, est bel et bien dans un des gardes du premier prince. Plusieurs théories concernant l'âme du garde sont alors émises. Alkenberg décide donc d'en tester une, et est convaincu que son éveil à cette capacité est ce qui lui permettra de remporter cette guerre. Le garde de Alkenberg se dirige donc vers la suite du 7e prince et sonne à l'interphone. Basho, qui veille sur le prince, demande donc le motif de cette visite. Le garde crie alors « Vive le prince Benjamin !» et se tire une balle dans la tête. Le premier prince et son conseiller ont vite compris que c'était là l'œuvre d'Alkenberg, et qu'à présent, il représente leur plus grande menace. Le premier prince demande alors qu'on convoque son garde dans la chambre de l'Usurus pour qu'il lui fasse un rapport. Dans la chambre d'Alkenberg, le garde retrouve alors son corps, mais il est attaché à une chaise, avec le prince qui lui demande pour qui il travaille. De retour sur Kurapika, il identifie l'origine de l'aura venant de la chambre 1005, 1007 ou 1009. Au vu de la forme de cette aura, Kurapika en conclut qu'une capacité de naine de type émission a été utilisée, et que cela pourrait être dangereux car cette capacité pourrait traverser les murs, de plus qu'il ne sait pas encore de quelle capacité il s'agit, ni de qui en est l'auteur. Mais les gardes commencent à douter sur leur apprentissage du naine. Kurapika décide donc de passer à l'étape suivante qui est la divination et qui permet de connaître sa catégorie de naine. Il dit alors qu'il faut une certaine quantité d'aura pour faire ce test, mais que déjà quelques personnes en sont capables, comme une des servantes qui a suivi le cours. Toutefois, il faut que le test reste secret, car la connaissance du type de naine est une information cruciale lors d'un combat. La divination se fera donc dans une pièce à part avec Bill et Kurapika. Un des gardes refuse alors d'être dans une pièce close et un autre propose simplement qu'on lui dise le fonctionnement et les résultats en fonction de la catégorie. Kurapika avoue qu'ils n'ont pas tort, seulement il s'est mis en danger en dévoilant son type de naine et a donc le droit de connaître ceux des autres en retour. De plus, il doit assurer la protection du prince Wobble et donc maintenir le statu quo le plus longtemps possible. Douter de ses intentions sont alors absurdes. Il leur dit donc que si les conditions ne leur conviennent pas, ils sont libres d'arrêter.
Dans la suite de Tseri Denic, le garde qui remplace Theta est étonné de la vitesse d'apprentissage du prince. Tseri Denic lui demande donc de mesurer le temps quand il ferme les yeux puis les rouvre, et si son temps est inférieur à 1 seconde, il souhaite donc faire un match contre lui. Nous revenons alors un peu en avant le soir du concert, mais du point de vue du prince. Lors de sa plongée en Zetsu, le prince Tseri Denic s'est retrouvé dans une réalité parallèle, où il peut voir l'avenir 10 secondes avant. Cette capacité s'active uniquement lorsqu'il est en Zetsu, mais le prince a la sensation de ne pas pouvoir contrôler son corps pendant la vision, ce qui le laisse vulnérable pendant 10 secondes. Pour que son pouvoir soit utile, il doit donc voir sa prémonition de 10 secondes en une fraction de seconde. En faisant plusieurs tests durant l'entraînement avec Theta, Tseri Denic se rend alors compte que ce qui se passe dans la vision de Theta ne change pas peu importe ce qu'il le dit. Il est donc le seul à pouvoir modifier ce qu'il va se produire durant ce laps de temps, et qu'en maintenant son Zetsu, il peut répéter cette capacité. Arrive le moment où Theta pointe son arme sur le prince, mais celui-ci arrive à bouger dans sa vision. Theta croit alors qu'il est encore en face d'elle et lui tire une balle en pleine tête, sauf qu'au final, elle n'a tiré que dans le vide. La mélodie de Senritsu est alors diffusée et le temps s'arrête. Le prince se demande ce que c'était car cela a eu un effet sur lui et est encore plus enthousiaste de découvrir le nen. Le temps reprend son cours et les gardes mettent en joue Theta après le coup de feu. Tseri Denic compte donc l'interroger plus tard sur les raisons qui l'ont poussé à essayer de le tuer. Pour l'instant, la trahison de Theta n'est pas sa priorité. Il veut absolument maîtriser ce pouvoir en réduisant son temps d'activation et son maintien du Zetsu. Il ne reste plus qu'à maîtriser parfaitement son Zetsu pour dominer cette guerre de succession et par la suite le monde. Un monstre de puissance vient de naître. De retour dans la chambre du prince Swabble, plusieurs gardes doutent des bonnes intentions de Kurapika. Un des gardes du premier prince dit alors qu'il le tient à l'œil et s'il a recours à la manipulation, il l'arrêtera. Les gardes du premier prince comptent donc bien découvrir les capacités de Kurapika et de Bill. Et si Ladiolus, la servante, sort de la pièce en maîtrisant le nen, alors ils sauront que Kurapika ne cherche pas à les contrôler. Mais les gardes ont bien conscience qu'ils sont face à un adversaire de taille. Tout à coup, la porte de la pièce du fond s'ouvre et la servante en ressort avec la maîtrise de son nen. Le garde affirme qu'elle n'est pas manipulée. Maor, un des gardes, est alors appelé à son tour pour effectuer le test de la divination et Kurapika lui demande de ne rien dévoiler de ce qui se passera dans cette pièce. Maor accepte alors de le suivre. Une fois dans la pièce, Kurapika lui dit la vérité, qui est que ces sessions d'apprentissage du nen servent à protéger le prince Swabble et maintenir le statu quo en équilibrant les pouvoirs. Il lui avoue alors que la maîtrise du nen prend normalement beaucoup plus de temps, mais on peut s'éveiller au nen grâce à une attaque de nen. Il comprend les doutes qui subsistent, mais précise que par le mot attaque, une capacité de soin peut être utilisée, et qu'il promet que ce sera indolore. Kurapika demande donc à Bill de faire le test de la divination qui permet à la graine dans le verre de devenir une plante. Kurapika explique donc à Maor qu'il va lui transmettre la capacité de Bill par son nen de la spécialisation, et ça aura pour effet de l'éveiller au nen. Maor accepte et ressort de la pièce avec la maîtrise du nen. Les gardes sont maintenant convaincus que Kurapika n'a pas menti et savent qu'il utilise sa capacité de la spécialisation pour éveiller au nen. Les séances d'éveil au nen continuent, mais Bill craint que la nature humaine et la soif de pouvoir retournent le pouvoir qu'ils ont donné contre eux, mais il est persuadé que Kurapika a un atout dans sa manche. Après la séance, Kurapika remercie Bill d'avoir laissé son pouvoir être découvert et lui demande s'il est sûr de vouloir continuer. Bill répond alors qu'il a choisi sciemment le prince Swabble car ce n'est qu'un bébé et qu'il ne devait pas avoir énormément de risques à courir. Mais il a vite déchanté quand la guerre de succession a commencé et qu'il n'a pas réussi à prendre de décision avant de se concerter avec Kurapika et la reine. Et il pense donc qu'il est un lâche. Kurapika lui dit alors que les lâches ne prennent pas de décision et n'ont aucune détermination. Des gardes alliés entrent alors et demandent à s'éveiller au nen aussi pour la prochaine séance. Kurapika dit que ce serait une bonne idée seulement, vu qu'ils n'ont pas suivi les entraînements de base, une fois le pouvoir acquis, il s'estompera tout aussi vite. Les gardes hésitent donc à commencer à apprendre les bases. Dans la suite du 5e prince, Maor, qui s'est éveillé au nen, conseille de continuer avec cet accord car les risques d'un piège sont quasi nuls.
Le prince donne donc son accord pour continuer les entraînements avec d'autres gardes. Quant aux gardes du premier prince qui écoutent la conversation, se trouvent bloqués ici car la bête de naine du cinquième prince ne se montre pas. Il ne peut donc pas activer son Predator. De plus, le prince Arkenberg représente un plus gros danger. Plus le temps passe, plus de gens s'éveillent aux naines et plus les chances qu'on contre sa capacité augmentent. Il voudrait donc éliminer Kurapika, mais pouvoir déterminer ses 5 pouvoirs avec Predator relève de l'impossible. Le temps joue donc contre lui, et il doit comprendre pourquoi on lui a demandé de faire preuve de prudence. Le cinquième prince, dans ses pensées, déduit que la mort du huitième prince et l'arrivée du nouveau garde du premier prince sont liés. Il doit donc enquêter sur les gardes du premier prince pour déterminer l'origine de la mort du huitième. Mais vu que lui et ses hommes ne peuvent pas encore se défendre contre le naine, il a besoin de quelqu'un pour l'aider qui n'est autre que Kurapika. Le 10e jour, une nouvelle explosion d'aura a encore lieu. Le garde du premier prince qui se trouvait alors dans la chambre du 7e fait son rapport. Au vu des informations qu'ils ont, ils en déduisent que Shikaku, le garde qui s'est suicidé, a été manipulé. De plus, dans un combat entre deux utilisateurs de naine de la manipulation, c'est le premier qui agit qui gagne. C'est pour cela que le chef des armées n'a pas envoyé la capacité Predator chez Arkenberg. Il demande donc au garde qui est assigné au 7e prince d'essayer de trouver des réponses à toutes ces questions en se remémorant tout dans les moindres détails. Revenons un peu après la 4e explosion d'aura. Le garde du premier prince dans la chambre d'Arkenberg est en plein combat. Le premier prince entend alors avec la radio les mots du garde qui dit que l'arc de Arkenberg est invincible. Le premier prince, Benjamin, se retrouve donc face à une capacité imparable et puissante. Le plan du chef des armées est donc d'essayer d'isoler Arkenberg de ses hommes pour accusation de meurtre et donc de le bloquer en l'empêchant d'utiliser son pouvoir. Une fois cela fait, les agents du département judiciaire débarquent alors et placent Arkenberg en détention. Mais s'il n'y a pas de preuves significatives, le prince risque d'être relâché. Le chef des armées compte donc tout jouer sur la première audience pour se débarrasser de lui. Dans la chambre du 6e prince, c'est l'heure du changement de garde, mais Giuliano est plongé dans le livre que lui a offert le prince et souhaite qu'il arrive sur le trône en dépit de sa mission initiale. En prenant son tour de garde, le prince et les autres gardes lui souhaitent un joyeux anniversaire. Même si ce n'est pas le cas, presque tous les gardes sont alors sous l'influence du prince. De retour dans la chambre du 7e prince, le garde du premier prince tente de trouver des réponses au suicide de son collègue. Il suppose donc que ce suicide est une diversion et pense que 2 gardes du 7e prince sont dans le coup. Basho le conforte donc dans cette idée et partage son avis, sauf qu'il pense que tous les gardes du premier prince sont derrière cette affaire, et que le garde qui s'est suicidé a activé une capacité de naine post-mortem. Dans la zone VIP où est surveillée Kamiya, on découvre un de ses gardes qui souhaite aider Kamiya à monter sur le trône. On apprend alors qu'à Kakin, une partie de la population est stigmatisée, mais Kamiya a décidé de les aider en les incluant dans sa milice. De par cette histoire, leur naine est post-mortem et donne une malédiction à leur cible, mais pour cela, il faut qu'ils aient le nom, une photo, un objet et un élément du corps de la cible. Plus l'utilisateur pense à la cible, plus la malédiction est puissante. Chaque garde de Kamiya est donc assigné à un prince. Ceux dont le prince est déjà mort doivent donc trouver des informations sur des possibles exorciseurs de naines car leurs malédictions sont des rituels. Une fois le rituel accompli, la cible perd son aura et meurt les heures qui suivent. Le chef de guerre de Kamiya essaie donc de trouver la cible avec laquelle cela prendrait le moins de temps pour activer la capacité post-mortem à distance. Mais la doyenne du groupe lui dit qu'à distance la bête de naine des princes stopperait la malédiction. S'il veut que la malédiction fonctionne, il faut la détermination de toucher le prince et se donner la mort sous ses yeux. Le chef décide donc de prendre pour cible Wobble en y allant par lui-même, et pour ce faire, il s'inscrira dans les cours de Kurapika. Chez le 3e prince, un des gardes fait un rapport sur son apprentissage du naine. Le prince, pour le féliciter, lui donne la pièce numéro 1 de sa bête de naine. Le garde du premier prince pensait que c'est lui qui avait eu la première pièce, sauf que celle-ci affiche maintenant 10. Le garde du premier prince vérifie donc la pièce de l'autre garde et elle est similaire à celle qu'il a reçue. La bête de naine du 3e prince crache une pièce tous les jours, mais pour l'instant, ses effets sont encore inconnus. Le prince pense donc que ces pièces doivent se répandre et qu'elles auront un effet qu'une fois devenu roi. Elles ne lui sont alors d'aucune utilité pour cette guerre de succession. Il compte donc gagner cette guerre par la stratégie.
Pour en apprendre plus sur le Nen, Zhang Lei se rend donc chez le boss du clan Xiyu et lui demande des informations dessus. Le boss lui répond alors qu'il n'en sait pas plus que lui, mais que tout vient à point à qui sait attendre. Il va donc recueillir des informations, mais il faudra être patient, surtout vu les problèmes actuels dans les étages inférieurs. Zhang Lei repart alors. Le boss passe donc un coup de fil à Inrigi, un de ses subordonnés, et lui demande de fouiller le niveau 3 pour trouver Hisoka, et que tant qu'il y est, il peut tuer Morena, la chef du clan Heili. Inrigi part donc chercher deux alliés, Zakuro et Lynch, pour partir au 3e niveau. Les membres du clan Xiyu donnent donc leur laissez-passer aux gardes et montent au 3e niveau pour commencer leur patrouille. Mais ils sont rapidement identifiés par le clan Heili qui monte la garde et part transmettre l'information à Morena. Mais eux aussi ont été repérés. Zakuro et Lynch interpellent donc un des gardes avant de se faire trancher la gorge par un des membres du clan derrière eux. Le combat commence alors. Au même moment, Inrigi prend en filature la membre du clan en charge d'avertir Morena, mais se retrouve bloqué par les gardes royaux à l'entrée. Il dit alors de passer le message à Morena qu'elle ne s'en sortira pas comme ça et qu'elle va payer les conséquences de ses meurtres. De retour sur le combat, on apprend que Zakuro est capable de manipuler le sang grâce à son Nen. Il maîtrise donc rapidement le membre du clan Heili. Quant à Lynch, elle envoie une série de coups de poing à son opposant tout en lui posant des questions. Son Nen lui permet à chaque fois qu'elle le frappe de lui faire répondre à ses questions. Mais le membre du clan perd vite connaissance. Après ces altercations, Inrigi, Zakuro et Lynch font mine de repartir au 4e niveau, mais les membres du clan Heili qu'ils ont tabassés sont inscrits sur les registres comme des civils. Pour ne pas avoir de problème avec le département judiciaire, Inrigi donne 2 liasses de billets aux soldats et promet de ne plus revenir. Mais Inrigi est bien décidé à enfreindre les règles si le clan Heili le fait aussi. C'est alors que le bout des fusils des soldats se transforme en serpent et leur explose le crâne. Le pouvoir de Inrigi lui permet de transformer tout appareil ou arme en créature, tout en conservant leur fonction de base. Il continue donc la recherche de Hisoka et Morena dans le 3e niveau. Zakuro utilise son pouvoir pour transformer son sang en petites bêtes de naines qui iront à la recherche de Hisoka. Inrigi, après avoir consulté plusieurs photos, repère un endroit de passage qui relie 2 sections. Sa priorité est donc d'identifier les 22 membres de Morena. Grâce à son Nen, il transforme donc une caméra en un chat qui surveille cette entrée. Cependant, il est vite repéré par 3 membres du clan Heili qui se mettent à le suivre. Ils sont alors persuadés de le vaincre en 3 contre 1. Un des assaillants utilise alors son Nen pour transformer son bras en marteau et s'approche doucement de Inrigi pour lui mettre un coup derrière la tête. Mais au moment de lancer son coup, son bras est attrapé par des menottes qui ont été changées en pigeons. L'assaillant est donc bloqué. Ses camarades sortent alors leurs pistolets et tirent sans sommation sur Inrigi et ses pigeons. Mais cela n'a aucun effet car lui et ses capacités sont renforcées grâce au Nen. L'assaillant menotté s'est alors libéré en changeant son bras en perceuse et surprend Inrigi qui se défend bloquant l'attaque avec ses mains. Il utilise alors un second pigeon pour faire une chaîne de menottes. Dans un dernier espoir, l'assaillant tente de donner un dernier coup, mais cela se retourne contre lui pendant que ses camarades s'enfuient pour aller prévenir Morena. Après la bataille, les soldats sécurisent les lieux car la foule s'est attroupée suite au coup de feu. Inrigi et l'assaillant se trouvent alors tous les deux debout et disent que tout va bien aux soldats. Vu que l'assaillant est un civil, il peut donc repartir. Le soldat parle alors à Inrigi et lui demande combien il est prêt à débourser pour connaître la planque de Morena. Inrigi dit alors 50 millions et un accord est conclu. Il part donc chercher l'argent. On apprend alors que l'assaillant est bel et bien mort, mais il est sous l'emprise d'une capacité de Nen post-mortem d'une ex-membre du clan Xiyu, qui réapparaît à chaque fois qu'il faut faire disparaître un cadavre. Pendant ce temps, Zakuro et Lynch continuent de chercher Hisoka jusqu'à ce qu'il tombe par hasard sur lui. Lynch utilise donc son pouvoir pour savoir si c'est bien lui, mais tombe directement au sol. Hisoka demande donc à Zakuro, en panique, ce qu'il cherche. Zakuro dit alors que son clan le recherche et qu'il faut le suivre s'il veut en savoir plus. Hisoka esquisse alors un sourire maléfique. Au même moment, les boss du clan Xiyu et leurs hommes s'organisent pour trouver Hisoka avec pour objectif d'essayer de négocier avec lui pour exterminer la brigade. Toutefois, ils doivent se déplacer en groupe compte tenu du peu d'informations qu'ils ont sur le clan Heili.
Dans la planque du clanchard, la brigade attend le retour du meurtrier, et cela ne manque pas car celui-ci préfère jouer avec la brigade en toquant à la porte plutôt que de bénéficier de l'effet de surprise. Le meurtrier et la brigade se font alors face, et celui-ci les provoque. Nobunaga dégaine alors son sabre, mais le meurtrier dit qu'il ne veut pas se battre, mais faire équipe avec eux. Il dévoile alors son objectif qui est d'éliminer le clan Char et Xiyu, ainsi que la famille royale. Mais avant qu'il ne puisse continuer, Nobunaga lui plante son sabre dans le crâne et l'élimine. Les membres du clan Char reviennent alors dans leur planque et découvrent que la brigade a éliminé le meurtrier. Nobunaga leur dit alors qu'ils viennent de décider d'écraser le clan Heili. La brigade demande alors à être tenue au courant sur le clan Heili pendant qu'ils retournent chasser Hisoka. Chez le clan Heili, plusieurs membres se sont réunis pour demander conseil à Morena sur la manière de tuer Inrigi. Morena leur dit alors que chaque situation est différente et que s'ils ne peuvent pas battre un ennemi de front, ils peuvent toujours essayer de le bloquer ou d'annuler son pouvoir. Au même moment, Zakuro qui était dans les pommes est réveillé par Lynch. Elle lui demande donc ce qui s'est passé avec Hisoka. Celui-ci lui répond que Hisoka l'a emmené au cinéma avant de l'assommer devant. Ils partent donc faire leur rapport à Inrigi qui par cette nouvelle part avec ses hommes en direction du cinéma. Zakuro part donc prévenir les membres de la brigade et compte leur proposer l'emplacement de Hisoka contre l'élimination du clan Heili. Inrigi arrive donc au cinéma et s'assoit à côté d'Hisoka en lui demandant de se rendre dans une chambre VIP du premier étage le temps que le conflit avec les Heili soit terminé. Hisoka lui demande alors pourquoi et Inrigi lui explique que la brigade, le clan Char et Xiyu font alliance contre les Heili et que s'il venait à attaquer un membre de la brigade, il serait considéré comme un ennemi. Inrigi précise qu'il souhaite juste éviter le chaos, bien qu'il aimerait voir un combat contre lui et la brigade. Hisoka lui demande alors qui gagnerait entre lui et la brigade. Il répond donc qu'il tient avec l'araignée. Hisoka rétorque qu'il aime les gens honnêtes et accepte sa proposition. Toutefois, si la brigade venait à frapper, il devrait répondre. Pendant ce temps, le garde qui attend l'argent pour la planque de Morena se fait interroger par le sous-boss du clan Char. Il dévoile alors ce qu'il sait et le clan Char suit alors l'offre de Inrigi. Cependant, le soldat craint pour sa vie si des membres du clan Heili restent en vie. Le sous-chef lui garantit alors qu'il n'en restera plus un seul. L'argent des deux clans est alors amené et le garde les amène vers la chambre suspecte. En toquant, un vieux monsieur ouvre la porte et dit qu'il n'a rien à cacher, puis recule. Le soldat rentre alors dans la pièce, cependant quand Inrigi et le sous-chef rentrent à leur tour, le soldat a disparu. Inrigi lance alors un couteau à côté du visage du vieil homme et lui demande de venir jusqu'à lui. Le vieillard répond donc qu'il ne peut pas, car il a fortement envie d'uriner. Inrigi lui envoie alors un couteau dans la jambe, le vieillard fait mine de souffrir, mais il n'a aucune plaie et saignement. Il se transforme alors en fumée. C'était donc une capacité de naine. Le sous-chef propose alors à Inrigi de laisser la brigade s'occuper du clan Heili. Un des membres du clan part donc chercher le couteau de Inrigi, mais à peine la porte passée qu'il disparaît. Ils en déduisent alors qu'une capacité de naine force la téléportation de celui qui franchit la porte. Le garde qui vient d'être téléporté se fait alors sauvagement assassiner par derrière et permet à un membre du clan Heili d'atteindre le niveau 21, et donc d'avoir une capacité de naine. On découvre donc la planque du clan Heili. Les membres du clan parlent alors à Morena qui souhaite contaminer avec son naine un des gardes de Tseridenic pour connaître ses faits et gestes au vu de sa trahison envers lui. Plusieurs membres du clan sont donc assignés à cette mission, tandis que d'autres doivent vérifier ce qui se passe dans la cabine. Et un autre membre, Dogman, doit trouver une mystérieuse chose que Morena lui a demandé. Mais pour cela, il a besoin de monter de niveau. De retour sur Inrigi, il consulte la caméra qu'il avait transformée en chat et l'on découvre l'intervention d'une troupe de soldats de Tseridenic qui poursuivait le clan Heili. Mais ils ont réussi à s'enfuir, laissant derrière eux un cadavre et des membres du clan Char. Le plan des soldats est donc de capturer Morena et la livrer à Tseridenic. Un des soldats fait donc part à son caporal de l'existence du naine. On apprend donc que le clan Heili a supprimé ses anciens membres pour pouvoir en recruter des nouveaux qui sont enregistrés comme civils, et que si Tseridenic n'a pas lancé de représailles pour le moment, c'est parce qu'il s'entraîne aux naines. Les soldats sont en fait d'anciens camarades du prince rencontrés à l'école militaire.
Ils connaissent donc aussi Theta et trouvent qu'elle est devenue bizarre après que le naine ait été révélé au prince. N'étant pas des utilisateurs de naines, les soldats comptent donc tout faire pour éviter Morena et pensent donc à collaborer avec les autres clans. Après avoir consulté ces images, Inrigi est persuadé que le clan Hailey utilise une technique pour accéder à leur planque. Une réunion entre les clans et les soldats a alors lieu. Ils sont persuadés qu'il y a une chambre cachée derrière la cabine 3101 du vieillard. La brigade a donc décidé de s'en occuper, peu importe s'il y a un piège. La brigade toque alors à la chambre d'à côté, la 3102, et rentre de force. Nobunaga trouve alors une trappe sur le mur des toilettes et force l'occupant de la cabine à les suivre. Il découvre alors une pièce vide avec des traces de passage. Fink se demande alors pourquoi, si les Hailey sont capables de les détecter, ils ont envoyé un débutant à leur rencontre. Nobunaga pense qu'il a servi de bouc émissaire pour que les autres restent sur leur garde, et qu'au fond, ils sont comme la brigade. La perte d'un camarade a un impact sur eux. Finks pense qu'ils n'ont rien en commun, pourtant Nobunaga se rappelle qu'au début de la brigade, ils étaient alimentés par le désespoir et la colère à la recherche d'un but. Nous retournons donc plusieurs années en arrière à Meteor City quand la brigade n'était pas encore née. Charnal, Kuroro et Franklin ont trouvé une cassette dans les ordures, sauf qu'ils ont été repérés par Machi qui a prévenu Uvogin. Charnal qui est alors assommé par un bout de bois qu'a lancé Uvogin pendant que Kuroro part avec la cassette et que Franklin et Uvogin s'affrontent. Sur le chemin, Kuroro tombe sur Finks et Feitan qui font mine de lui emprunter la cassette pour mieux la voler, mais Kuroro gardait une en réserve dans son pull. Il se rend donc à l'église. Kuroro fait alors remarquer au prêtre qu'il y a énormément de tombes dehors. Le prêtre lui dit alors de faire attention car il y a de plus en plus de raids pour enlever des enfants. Nous apprenons alors que les habitants de Meteor City n'ont aucun statut social et donc aucune existence en tant que telle, ce qui en fait des proies faciles pour les individus malfaisants. 70% des victimes étaient des enfants avant qu'un accord soit passé avec la mafia. Les anciens de Meteor City ont alors pu développer des pouvoirs de naine et la loi du châtiment a été établie. Celle-ci dit « Seule la vie peut payer une vie. Nous acceptons tout, donc ne nous enlevez rien. » De retour sur Kuroro, ils rencontrent Pakunoda dans la salle d'enregistrement et découvrent ensemble une série qui s'appelle Les Rangers du nettoyage, qui est populaire dans le monde, mais dans une langue étrangère. Kuroro a alors l'idée de faire du doublage pour cet épisode et demande à Pakunoda. Celle-ci accepte et dit qu'elle va aussi faire part du projet à Shiela et Sarasa. Kuroro est alors ravi. Après avoir eu connaissance du projet, Shiela et Sarasa décident de participer. Shiela se balade alors toujours avec son livre appelé Dino Hunter, qui est pour elle le seul livre qu'un hunter professionnel a besoin. Une fois revenu à l'église, Kuroro a déjà écrit le script et les filles choisissent leur rôle. L'enregistrement peut donc commencer. Cependant, dans un coin de Meteor City, des enfants se font de nouveau enlever. Le jour de la projection est arrivé. Tous les enfants sont donc venus pour l'occasion, même Uvogin à qui Kuroro avait volé la cassette. Tous s'installent alors dans une ambiance festive, puis la projection se lance. Tout le monde est alors choqué de voir ce dessin animé populaire doublé dans leur langue. C'est la première fois qu'ils voient ça, et sont alors émerveillés. Puis tout à coup, le son et la vidéo se coupent suite à un problème technique. Les spectateurs sont alors déçus de ne pas avoir la suite. Uvogin crie alors à Kuroro de jouer le reste. Celui-ci prend donc un micro et continue le spectacle en jouant en direct le temps que la vidéo reparte. Une fois de retour, Kuroro, Shiela, Pakunoda et Sarasa continuent le doublage en direct et Kuroro impressionne tout le monde par le nombre de personnages qu'il joue. L'épisode se termine, tout le monde applaudit et ressort de bonne humeur. Uvogin attend alors Kuroro à la sortie. Sarasa passe alors devant lui et imite Uvo, ce qui donne le sourire à tout le monde. Uvogin demande donc à Kuroro pour faire la voix du monstre pour les épisodes suivants sur la cassette. Tous prennent alors un rôle pour la série et Uvogin avoue à Kuroro que ce qu'il a fait aujourd'hui l'a plus marqué que n'importe quel coup. La troupe enchaîne alors les performances et décide de s'investir de plus en plus. Uvogin fait alors part de son objectif à Kuroro qui est de se produire partout et de devenir le plus grand méchant du monde. Un jour, la troupe est à la recherche de Sarasa mais celle-ci est partie. On apprend alors qu'elle s'en est allée à la recherche de nouvelles cassettes dans les ordures près de la forêt. Mais les kidnappeurs comptent bien trouver une nouvelle cible pour s'amuser.
Une nouvelle représentation est censée avoir lieu, mais Sarasa n'est pas là. Kuroro part donc à sa recherche avec Sheila, mais aucun habitant ne l'a vue depuis hier. Ne la trouvant pas, Kuroro est obligé d'annuler la représentation et s'inquiète pour son ami. Il fait alors part au public que beaucoup d'enlèvements ont lieu en ce moment et que c'est de sa faute car il a laissé partir toute seule. La brigade et tous les enfants partent alors à sa recherche dans tout Meteor City jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la forêt qui n'ait pas été faite. Une fois arrivé, le regard de Kuroro se décompose. Un sac est pendu à un arbre avec un mot planté sur le tronc. Kuroro décide donc d'aller vérifier par lui-même et demande à Uvogin de lui descendre le sac. Une fois tombé, Kuroro l'ouvre et découvre à l'intérieur Sarasa complètement démembré. Son regard devient alors vide. Uvogin, rempli de colère, lui demande ce qu'il y a d'écrit sur le mot, mais Kuroro ne lui dira pas, quitte à y laisser la vie. Machi enlace alors le sac et demande pardon à Sarasa. Pakunoda et Sheila fondent alors en larmes pendant que Uvogin part. Le jour de l'enterrement, le corps de Sarasa paraît encore en vie tellement l'embaumement pratiqué paraît magique. Tous les membres déposent alors des fleurs et des objets dans son cercueil ainsi que la cassette qu'ils ont doublée ensemble. Avant qu'elle ne parte, Machi demande à l'embaumeuse si un jour elle pourra faire pareil qu'elle. Celle-ci lui répond que non, car elle utilise une capacité spéciale. Machi lui demande donc si ça a un lien avec l'aura qui l'entoure. Surprise, l'embaumeuse lui donne alors un laissez-passer pour lui rendre visite quand elle le souhaite. De retour du cimetière, Kuroro demande à Uvogin s'il peut l'attendre 3 ans afin de devenir plus fort et renforcer son quartier de Meteor City. Uvogin refuse et préfère partir de suite à la recherche des assassins de Sarasa. Mais Kuroro arrive à le convaincre d'attendre car d'ici 3 ans, les technologies auront évolué. Il sera alors possible de trouver les meurtriers. Tous les membres de la brigade débarquent alors et sont prêts à attendre 3 ans, sauf Sheila qui part seule de son côté. Kuroro les prévient alors pour que plus jamais ce drame n'arrive, tous les membres doivent être prêts à sacrifier leur vie et que dans 3 ans, il compte tuer beaucoup de gens pour arriver à son but et devenir un méchant tellement craint qu'on n'oserait pas s'attaquer à Meteor City. Kuroro demande donc à Uvogin de devenir le chef de la brigade, mais celui-ci refuse. Uvogin dit alors que c'est à lui de devenir le chef et que s'il l'accepte, il l'accompagnera jusqu'à la mort. Les autres membres de la brigade le suivent donc. C'est ainsi que fut créée la brigade fantôme. De retour dans le présent, la brigade continue à avancer pour déjouer et comprendre le piège. Leur otage prend donc les devants et découvre de nouveaux toilettes qui mènent en secret à la chambre piégée. Après avoir compris la disposition du piège, la brigade demande un dernier test à l'otage qui est de sortir puis rentrer dans la pièce. Celui-ci essaie alors de s'enfuir, mais est vite rattrapé par Feitan qui le menace. Il rentre donc à nouveau dans la cabine puis disparaît. La brigade tente donc de savoir si c'est un piège à usage unique et envoie un nouveau passager qui disparaît à nouveau. Feitan compte donc y aller lui aussi en force, mais le vice-boss du clan Char débarque et leur présente Inrigi, qui a une proposition à leur faire. Il comprend un transmetteur pour localiser la position de la base. Seulement, si un civil est envoyé, il sera tué et le transmetteur détruit. Inrigi dévoile alors son pouvoir et transforme le transmetteur en huître pour qu'il paraisse inaperçu. Il ne manque plus que quelqu'un pour l'avaler. Finks demande alors à Feitan et Nobunaga qui des deux va avaler l'huître. Les deux refusent pour des raisons d'hygiène. Inrigi prend alors les devants en l'avalant lui-même. Il explique donc le fonctionnement du récepteur à la brigade et part direction le piège où il est téléporté. La brigade remarque alors sur le récepteur que la planque se trouve entre 500 et 1000 mètres de la cabine, mais un d'eux doit aller accompagner Inrigi. Après sa téléportation, Inrigi ne trouve personne mais voit du sang frais sur le sol et reste donc sur ses gardes. Tout à coup, il sent une aura derrière lui qui n'est autre que celle de Nobunaga venu l'accompagner. Nobunaga lui demande donc s'il souhaite observer ou agir. Inrigi choisit l'action, ce qui tombe bien car c'est ce que Nobunaga comptait faire. Il tente donc de taillader le mur mais celui-ci est protégé par du naine. Il ne fait plus aucun doute qu'ils sont dans la planque principale du clan Eili. Ils prennent alors connaissance des lieux et découvrent une pièce vide qui a l'air d'être abandonnée. Nobunaga pense alors qu'ils se sont fait avoir, car les passagers voisins qu'ils envoyaient dans le piège pourraient être eux aussi du clan Eili et que par conséquent ils ont été avertis de leur arrivée.
Inrigi, quant à lui, pense qu'ils ont été déplacés et interrogés dans une autre pièce car il n'a trouvé ni corps ni sang frais dans la pièce abandonnée. Ils ouvrent alors la dernière porte qui semble être la principale et tombent sur les membres du clan Heilie en plein goûter. Inrigi les interpelle mais le clan les ignore. Nobunaga est donc persuadé qu'il y a un piège derrière la porte. Inrigi lance alors un couteau dans la tête d'un des membres du clan, mais celui-ci le retire sans souci car la lame a été téléportée dans sa canette. Nobunaga pense alors à une capacité de contre qui est un mauvais match-up pour lui. Un des membres du clan prévient l'autre qu'ils ne sont pas censés combattre Inrigi et Nobunaga avant qu'un nouveau couteau soit lancé. Les membres l'esquivent donc puis le reçoivent sur un livre. Plusieurs d'entre eux commencent alors à partir et le conseiller juridique du clan prend la parole avant que Nobunaga ne propulse sa lame dans son front. Pour le sauver, son collègue le touche donc et transfère les dégâts sur sa main gauche, ce qui révèle sa capacité de naine capable de rediriger les dommages. Le juriste s'excuse alors et déploie sa capacité qui invoque une armée de soldats pour expulser les intrus. Nobunaga tente de les trancher mais rien n'y fait. Les soldats prennent alors son sabre et l'expulsent de la planque. Inrigi se dépêche donc de placer son transmetteur dans la salle abandonnée avant d'être lui aussi expulsé. Il se retrouve alors aux côtés de Nobunaga dans la cabine 3101. Il compte donc maintenant, grâce au récepteur, localiser la planque du clan Heilie. Finks et Feitan, quant à eux, continuent leur recherche de la planque avant d'être rejoints par Nobunaga. La planque des Heilie se situerait soit au 4e ou au 2e niveau. La brigade décide donc de vérifier le 4e niveau en premier, mais à peine l'entrée passée que le détecteur signifie qu'ils sont allés trop loin. La planque du clan se situerait donc au niveau 2. Feitan propose alors de retourner au bureau du clan Char pour les prévenir, mais Nobunaga propose d'aller chercher Franklin d'abord car les pouvoirs des membres pourraient être plus dangereux qu'ils ne le pensent. Toutefois, Finks rappelle à Nobunaga que tout ça n'est qu'un spectacle, le temps qu'il trouve Hisoka. De retour dans la suite royale du 6e prince, tous les gardes font un jeu de rôle avec le prince. Izunabi est donc maintenant persuadé que les bibles que le prince distribue sont liées à sa bête de naine et ont pour effet de propager la dévotion envers lui. Izunabi lui demande donc s'il a distribué la Bible aux autres princes. Le prince répond alors que oui, mais que ses frères ne l'ont probablement pas lu. Izunabi lui demande d'insister auprès de sa mère pour que le roi lise sa Bible au prochain banquet, car cela pourrait changer le cours de cette guerre de succession. Dans la chambre 1010, la mère de Kasho contacte le département judiciaire pour pouvoir voir Fugetsu, mais celui-ci refuse. Elle semble être au courant de la mort de Kasho, mais n'est pas plus affectée que ça, car Kasho ne servait que de bouclier pour sa sœur qui serait la marionnette de sa mère la reine pour gagner cette guerre. Elle pense alors que même si cela est déplaisant, Fugetsu est au moins en sécurité là-bas. Dans la salle d'interrogatoire, on apprend que Fugetsu va mal. Le clone de Kasho propose donc de lui dire la vérité si cela lui permet d'aller mieux. Senritsu, quant à elle, est rongée par les remords de cette triste évasion. Kasho dit alors qu'elle compte profiter de cette situation de flou sur sa mort pour faire de Fugetsu le futur monarque. Elle demande donc à Senritsu de l'aider de nouveau. Celle-ci accepte, mais il faut déjà régler son cas avec toutes les demandes des princes la concernant. En effet, ce sont toutes des demandes indirectes d'aide à la préparation d'assassinats en contrepartie de leur soutien contre les accusations sur l'évasion. Le juriste propose alors que pour soutenir Fugetsu dans cette guerre, il faudrait tromper les princes de plus haut niveau en leur administrant un poison pendant qu'ils sont inconscients. Il propose alors de préparer tous les éléments nécessaires. Senritsu lui demande alors pourquoi aller aussi loin pour eux. Le juriste répond alors simplement qu'il aime Senritsu et que sa mélodie l'a profondément marqué. Senritsu émet tout de même des doutes à son égard car ses battements de cœur sont toujours autant réguliers et qu'il est peut-être missionné par un autre prince. Kasho part alors prévenir sa sœur que le 4e prince Tseridenich doit absolument être vaincu. Le juriste part donc chuchoter à son collègue de renforcer le département judiciaire en cas de passage à la loi martiale, ce qui viendrait alléguer le pouvoir judiciaire à l'armée qui en profiterait pour tuer tous les membres du département pour avoir les pleins pouvoirs. Mais vu que son collègue est un témoin du voyage sur le continent caché, il doit être sain et sauf quoi qu'il arrive, ce qui bloquerait les militaires. De retour sur Kasho, celle-ci est arrivée dans la chambre de sa sœur qui semble avoir disparu. Elle soulève alors la couverture et découvre un portail. Kasho s'inquiète car normalement seule elle est capable d'ouvrir la porte et craint que Fugetsu ne puisse se défendre. Mais celle-ci ressort alors du portail et dit à sa sœur qu'elle peut à présent faire plusieurs trajets par jour et créer une porte de retour seule. Elle compte donc user de ce pouvoir pour continuer son enquête sur le bateau.
Kasho, en voyant son visage, lui demande donc de se reposer, mais Fugetsu est déterminé à protéger Kasho à son tour. Kasho l'invite alors à dormir un peu avant de continuer. Une fois endormie, elle fait son rapport à Senritsu et lui dit que l'état de Fugetsu ne fait que se dégrader. Un peu plus tard, Senritsu part pour rencontrer les intendants des princes qui l'ont convoqué. Elle et Fugetsu se croisent alors dans les couloirs. Senritsu découvre alors que Fugetsu est entouré d'obscures bêtes de naines qui lui drainent toute son aura et son énergie vitale. Elle doit donc trouver un exorciste car sinon le prince risque de mourir. Elle pense alors que la personne derrière son état compte l'utiliser comme otage pour négocier. En arrivant au parloir, Senritsu discute donc avec le troisième prince en personne qui lui demande deux choses. La première est de pouvoir réécouter sa mélodie et la seconde est d'accepter son cadeau. Il lui donne donc une pièce de sa bête de naine. Senritsu enchaîne alors un autre entretien avec un garde de Tseridenich qui, à la demande du prince, souhaite que Senritsu aille dans sa chambre. Cependant, Senritsu ne peut accepter car elle n'est pas libre d'en décider. Le garde lui demande donc si elle serait prête à jouer de nouveau. Celle-ci répond alors que oui. Après ces entretiens, Senritsu n'a pas détecté de battement de cœur des princes qui justifierait l'état de Fugetsu. Elle fait alors son rapport au juriste et ils décident tous deux d'annuler le plan qui vise à l'empoisonnement des princes tant qu'ils ne savent pas ce qui se cache derrière l'état de Fugetsu. Senritsu lui demande donc d'aller voir Kurapika et de tout lui dire, car c'est la seule personne sur qui elle peut compter et qui pourrait l'aider dans cette affaire. Pendant ce temps, dans la chambre du prince Wobble, Kurapika conclut un accord avec un des gardes du 5e prince. Et voilà, vous venez de voir le dernier chapitre paru de Hunter x Hunter. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions sur Hunter x Hunter dans les commentaires, car je compte sortir un débrief de cette série de vidéos. Par ailleurs, si vous souhaitez me soutenir et que vous en avez les moyens, j'ai ouvert une page Tipeee, le lien est dans la description. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.